Bienvenue dans cette nouvelle édition du QG News sur Africa 24 à la une de l'actualité. Un appel à un recrutement de volontaires pour contrer le terrorisme au Burkina Faso, initié par le président Roch Marc Christian Kaboré, fait polémique. La classe politique du pays tente de résoudre la crise terroriste d'une manière diplomatique. Développement de la monnaie plastique au Nigeria afin de répondre à la demande croissante sur le continent où l'argent liquide prône encore sur le plan financier. Et enfin, un nouveau défi que se lance le gouvernement rwandais avec la mise en place de l'accès à l'eau potable pour toute sa population d'ici 2024. Le pays développe plusieurs projets pour relever ce défi. Mais tout d'abord, dans l'actualité, l'Élysée a annoncé ce mardi 26 novembre le décès de 13 soldats français, 6 officiers, 6 sous-officiers et un caporal-chef lors du crash de 2 hélicoptères dans la zone des 3 frontières dans le nord du pays, ce lundi 25 novembre. Des accidents qui ont eu lieu durant une opération de la force Barkhane contre des groupes terroristes armés dans la région du Liptako. Les 2 engins étaient un transport de troupes et un hélicoptère d'attaque Tigre. Un abordage entre ces 2 aéronefs évoluant à très basse altitude serait à l'origine de l'accident. Depuis 2013, date de l'opération Serval, plus de 40 militaires français ont trouvé la mort dans la région. Au Burkina Faso, le président Roch Marc Christian Kaboré a fait appel à un recrutement de volontaires pour contrer le terrorisme dans la région. Les réactions de la classe politique ne se sont pas fait attendre, particulièrement le parti du Congrès pour la démocratie et le progrès qui a perdu un de ses députés lors d'une attaque à Djibo. La situation sécuritaire instable dans le pays mène le CDP à appeler à une résolution diplomatique de la crise qui secoue le pays. Reportage de Jean-Paul Ouedraogo. Au Burkina Faso, l'actualité politique, c'est aussi cet appel à la mobilisation générale du président du Faso et qui ordonne le recrutement de volontaires au profit de l'armée pour contrer le terrorisme. L'appel lancé jeudi 7 novembre 2019 dans son message à la nation au lendemain de l'attaque terroriste perpétrée sur un convoi de miniers ayant fait 38 victimes polarise encore le débat. Pour la classe politique, notamment le Congrès pour la démocratie et le progrès, il s'agit ni plus ni moins d'une déclaration trop hâtive. Comme vous savez, au Burkina, les soldats sont recrutés entre 19 et 20 ans. Donc à 44-45 ans, ils sont déjà à la retraite après 25 ans de service. Ils sont toujours actifs. Ils ont l'avantage d'avoir une formation, d'avoir une expérience. Ça peut être une des solutions. Une position confortée par un récent communiqué du ministère en charge de la sécurité et qui, selon Edi Komboyogo, met en doute l'appel du président Kaboré, lequel communiqué laisse sous-entendre que les voies de recrutement et les structures qui seront préalablement définies sont encore inconnues de l'opinion. Lorsque les uns et les autres disent qu'on ne discute pas, on ne négocie pas avec le djihadisme, qui est djihadiste en réalité? Je ne sais pas si c'est des djihadistes, c'est des terroristes, c'est des bandits. Il faut qu'eux, dans leur état de renseignement, nous disent en réalité à qui on a affaire. Rappelons que suite aux attaques terroristes, le CDP a perdu l'un de ses vice-présidents, en l'occurrence Oumarou Diko, ex-député maire de Djibo. Il avait été assassiné avec ses compagnons le dimanche 3 novembre 2019 sur l'axe Ouagadougou-Djibo par des individus non identifiés. Toujours dans l'actualité, l'ex-président soudanais Omar el-Béchir ne sera pas extradé à la Cour pénale internationale. C'est ce qu'a affirmé ce 22 novembre le numéro 1 de l'exécutif, le général Abdel Fattah al-Burhan, leader du Conseil souverain. Depuis plusieurs semaines, la rumeur courait d'une possible extradition de l'ancien dirigeant puisque Omar el-Béchir est visé par un mandat de la CPI pour crimes de guerre, crimes contre l'humanité et génocide au Darfour. Omar el-Béchir est actuellement jugé dans son pays pour corruption. Il est également visé par un nouveau mandat d'arrêt pour son rôle dans le coup d'État qui l'a amené au pouvoir il y a 30 ans et pour lequel il risque la peine capitale ou la prison à vie.
Un nouveau procureur de la République en fonction au Gabon. La passation de service tenue ce lundi 25 novembre au palais de justice de Libreville entre ce nouveau procureur, André-Patrick Robona, et son prédécesseur Olivier Nzaou a été l'occasion de préciser les règles du fonctionnement de la justice au Gabon et des procédures qui encadrent l'opération anticorruption baptisée Main propre. Un sujet de Marcel Farba-Maroun. Au Gabon, ce lundi 25 novembre, au palais de justice de Libreville, s'est déroulée la passation des charges entre le nouveau procureur de la République, André-Patrick Robona, et son prédécesseur, Olivier Nzaou, nommé au poste d'avocat général de la Cour d'appel de Libreville. Un changement qui intervient au cœur de l'opération anticorruption, baptisée Main propre, lancée le 10 novembre à la suite d'un conseil ministériel. Il faudrait aussi dire que le Gabon a décidé de réactiver et de mettre en mouvement sa commission nationale pour l'enrichissement illicite, auquel les fonctionnaires ne s'exerçaient plus, notamment sur les déclarations de fortune. Donc on peut se dire que tout cela contribue à ce mouvement. Une opération dans laquelle certaines personnalités font l'objet d'une enquête approfondie pour besoin d'informations dans le strict respect de la présomption d'innocence. Le nouveau procureur de la République aura ainsi pour mission de veiller au respect strict des règles de procédure, de l'équité, des droits de la défense et au principe du contradictoire dans un environnement très sensible. Je pense que le représentant du système des Nations Unies qui a prononcé un discours lors du lancement de ces activités a bien dit que la corruption était un phénomène qui ne garantissait pas le développement. Et donc nous pensons que cela devrait contribuer à la moralisation d'abord, à la moralisation du citoyen et à la moralisation du fonctionnaire gabonais. La justice gabonaise souhaite travailler sereinement, loin de toute forme de rumeurs qui se transforment rapidement en informations erronées. Ainsi, l'actuel ministre du suivi de la stratégie des investissements humains et des objectifs de développement durable et Brice Lacruche Alianga, ancien directeur du cabinet du président de la République, n'ont jamais fait l'objet d'une interpellation et encore moins d'une arrestation dans le cadre de cette procédure. L'Afrique subsaharienne est à la traîne par rapport à d'autres régions telles que l'Asie en ce qui concerne l'utilisation de la monnaie plastique, c'est-à-dire l'ensemble des moyens de paiement électronique tels que les cartes bancaires ou les cartes à puce. Beaucoup de transactions passent encore par l'argent liquide sur le continent. Une société nigériane s'est donné donc une mission, combler ce fossé en exploitant l'appétit croissant pour ces cartes à puce sur tout le continent. Gladys Mwamba. Passer de l'argent liquide à la monnaie plastique, c'est la solution que propose Secure ID. Cette société fondée il y a 12 ans au Nigeria fabrique des cartes bancaires, cartes à puce et cartes SIM de téléphone portable. L'objectif du Nigeria, grand consommateur de cette technologie d'appoint, est d'abandonner petit à petit son statut d'importateur dans ce domaine pour se positionner en fournisseur, précurseur en la matière en Afrique subsaharienne. Ce qui nous procure une telle joie, c'est que nous sommes en mesure de convertir une grande partie de nos importations en une production locale et c'est ce sur quoi tout le continent devrait se concentrer. Nous ne sommes pas uniquement dans la fabrication, mais dans la fabrication et la technologie. Vous savez, ces deux domaines où nous étions essentiellement des consommateurs, donc c'est bien de faire partie de l'histoire pour pouvoir être le premier pays à créer ce type d'usine ici. Chaque année, Secure ID produit près de 200 millions de cartes utilisées par de plus en plus de sociétés africaines afin d'exploiter les opportunités commerciales qui découlent des avancées technologiques. Le but étant à terme d'augmenter le taux d'inclusion financière, car aujourd'hui, seuls 43% de la population africaine de plus de 15 ans possède un compte bancaire. Si je devais me rendre dans une banque à ce moment précis pour demander une carte, cela pourrait prendre entre 3 et 6 mois pour que ma carte soit livrée et c'est la lacune que j'ai vue dans le système. L'idée était de créer une usine de fabrication de classe mondiale qui propose des solutions de cartes à puce et des solutions numériques non seulement pour le Nigeria mais également pour l'Afrique tout entière. Cette technologie bénéficie aujourd'hui à 21 pays africains, mais le processus risque de s'enrayer avec la décision prise par le Nigeria de fermer ses frontières avec quelques pays voisins depuis août 2019 pour une période indéterminée au nom de la protection locale et de la lutte contre la contrebande.
Le portefeuille de crédit pour l'économie sénégalaise, régi par l'UEMOA, commence à porter ses fruits. Le pays a enregistré un bond de 2,4% dans la mise en œuvre des réformes dictées par l'UEMOA. Au cours de l'année 2018, le pays a réussi à mettre en œuvre 77,9% des réformes contre 75,5% en 2018. Une augmentation qui incite les autorités locales à fournir plus d'efforts pour combler les 20% restants. Un sujet de Ange Bijou-Noménio. Au terme de l'année 2018, le Sénégal a réussi à mettre en œuvre 77,9% de ses réformes contre 75,5% en 2017 selon l'UEMOA. Pour les autorités sénégalaises, le pays doit faire des efforts supplémentaires pour combler le gap de plus de 20% de l'effectivité de la mise en œuvre des réformes. C'est pas mal. Mais je pense qu'effectivement, il y a beaucoup de choses à faire parce que 22% encore, c'est beaucoup. Mais je crois qu'il faut que ce qui a été transposé dans le droit positif sénégalais, il faut que cela soit appliqué. Parce qu'il n'est pas seulement question de transposer et ensuite de ne pas appliquer. Il faut appliquer. Et si ces 78% sont appliqués correctement, c'est déjà pas mal. Le taux moyen de mise en œuvre des réformes s'est situé à 89,7% en 2018 contre 87% en 2017, soit une progression de 2,7 points. Ces réformes ont porté sur une somme de 9,7 milliards de francs CFA au titre de l'agriculture, de l'environnement et de l'eau. La réforme du budget qui aujourd'hui passe en budget programme. Il y a une certaine transparence qui est exigée, une certaine efficacité dans l'action publique qui est également exigée. Et cela, vous savez, les bureaucraties souvent réussissent à faire preuve de transparence. Pour l'exercice 2019, les évaluations portaient sur 113 réformes et 14 projets de l'UEMOA. Le secteur de l'aménagement du territoire communautaire et des transports a pour sa part présenté un taux de réforme de 77,3%. Le Rwanda envisage d'atteindre l'accès universel à l'eau potable en 2024. Le pays dessert déjà 87,4% de sa population grâce à des progrès notables liés à l'augmentation de la quantité d'eau potable et du nombre de systèmes d'approvisionnement en eau sur son territoire. Des performances qui pourraient faire entrer le Rwanda dans la liste de pays africains avec 100% d'accès à l'eau potable. Un sujet de Nelly Claude Ebessa. Le gouvernement rwandais a accompli d'énormes progrès dans l'amélioration de l'accès à l'eau potable et aux services d'assainissement. D'après la 5e enquête intégrée sur les conditions de vie des ménages 2016-2017, 87,4% des Rwandais ont accès à l'eau potable contre 26,3% en 1994. L'étude indique également que le nombre de ménages ayant accès à des services d'assainissement est passé de 74,5% en 2010 à 86,2% actuellement. Depuis 2017, le gouvernement a augmenté le budget alloué à la construction des stations de traitement de l'eau et des systèmes d'approvisionnement en eau dans tout le pays. De nouveaux systèmes d'approvisionnement ont été construits tandis que les anciens étaient réhabilités à mesure que la quantité d'eau augmentait. Le gouvernement rwandais, qui s'est fixé comme objectif d'atteindre un accès à 100% à des services d'eau potable et d'assainissement d'ici 2024, a atteint une quantité d'eau potable produite par jour de 267 660 mètres cubes fournis dans toutes les régions du pays. L'approvisionnement en eau de manière intégrale permet aux populations d'éviter les conséquences d'ordre sanitaire, à savoir éviter les maladies de type hydrique telles que le choléra, la typhoïde, qui font des ravages dans la plupart des pays où les populations consomment de l'eau insalubre. Avec 10% de sa surface occupée par des cours d'eau, le Rwanda a un important potentiel hydrique, ce qui n'empêche pas les autorités d'envisager l'exploitation des puits pour accroître la fourniture en eau aux populations. C'était le journal de la rédaction. Merci de votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.